Chers amis, venant de toute l'Europe ultramarine et continentale, d'abord merci infiniment de votre choix d'être venus en Guadeloupe réfléchir tous ensemble. Il nous paraît en effet important d'échanger sur la nouvelle donne internationale, les conséquences qui peuvent en découler pour nous et les actions possibles. Les États-Unis d'Amérique possèdent 800 bases militaires disséminées aux 4 coins du globe. 800 bases militaires. Donc le complexe militaro-industriel américain, il est partout. Les territoires de l'Europe des Outre-mer sont donc forcément impactés par leurs décisions comme par leurs foucades. Le canal de Suez, le golfe du Mexique, le Canada, que le président des États-Unis d'Amérique prétend annexer, le canal de Panama, ont montré dans l'histoire et jusqu'à ce jour leur importance stratégique. L'océan Indien et le Pacifique sont aussi concernés. La question que nous posons est la suivante. Suite aux décisions tarifaires et militaires de Donald Trump, l'Europe se contentera-t-elle d'imposer à sa population de nouveaux efforts militaires ou fera-t-elle ce qu'elle n'a pas su faire pendant la période 1990-2000, à savoir mettre sur pied une politique étrangère autonome et contribuer à organiser une paix durable fondée sur le double pilier de la liberté et de la justice. Mais la nouvelle donne ne se limite pas à l'Europe et aux tarifs américains. Pour nous, ultramarins, Européens ultramarins, l'extraordinaire poussée économique chinoise, cause essentielle de la désindustrialisation en cours de l'Occident et donc de la montée du chômage, constitue un défi tout aussi préoccupant que la guerre en Ukraine. Nous devons trouver ensemble une réponse valable de l'Europe. Par ailleurs, l'augmentation exponentielle de la consommation de drogue en Europe et aux États-Unis fait de certains de nos territoires des lieux de passage, de stockage et d'utilisation de produits stupéfiants et d'armes, avec les conséquences dramatiques que nous vivons au quotidien en termes de violence et de destruction de sociétés dont la cohésion est déjà fragilisée par un passé qui ne passe pas. Enfin, le refus de l'Europe de sanctionner l'État hébreu qui aggrave quotidiennement le génocide à Gaza a comme conséquence non seulement une disqualification de nos discours sur le respect des personnes, sans distinction d'origine ou de religion, mais encourage, ici comme ailleurs, l'utilisation de la violence pour la résolution des conflits. Les réponses à ces questions posées ci-dessus constituent le contexte qui conditionne tout le reste. Mais nous savons que les réponses n'interviendront pas immédiatement. Aujourd'hui, sur les points qui suivent, nous pouvons et devons agir et agir vite. En premier lieu, comment la Commission européenne peut-elle aider la France à accélérer la reconstruction de Mayotte? Car nous constatons que la première des priorités aujourd'hui, pour tout l'outre-mer et pour la France entière, c'est bien la reconstruction de Mayotte, notamment grâce à la mobilisation accrue de nos amis réunionnais. Il ne faut pas que la bureaucratie conduise à l'aggravation des difficultés de nos amis de Mayotte. En deuxième lieu, comment pouvons-nous, malgré le principe de subsidiarité, optimiser et contrôler la mobilisation des fonds européens dans un cadre qui serait rendu obligatoire de projets globaux et de projets cohérents de développement
propre à chaque territoire. Je rappelle que François Bayrou, quand il a fait son discours d'intronisation, d'investiture, a promis l'élaboration territoire par territoire d'un projet global de développement. L'actuel ministre d'État de l'Outre-mer n'en parle pas, mais c'est ça la bonne méthode. Comment, en troisième lieu, l'Europe peut-elle intégrer ces régions d'outre-mer à la définition et à l'exécution de ces politiques régionales, tout particulièrement quand ces régions sont gravement touchées par des phénomènes tels que les sargasses, la montée de la mer et le narcotrafic. Et aujourd'hui, pour les sargasses, on a tout de même, de la part du Premier ministre, un élément très encourageant. Enfin, nous ne sommes pas de ceux qui ne voient dans l'Europe qu'un guichet. Nous sommes pleinement conscients, malgré toutes les vicissitudes de l'histoire, que notre appartenance à l'ensemble européen nous apporte à tous un véritable supplément d'âme. Mais nous constatons aussi que l'Europe, en tout cas les dirigeants de l'Europe, sont loin d'avoir compris à quel point ces territoires les plus lointains peuvent, en même temps qu'ils bâtissent un développement local adapté à leur propre personnalité, peuvent contribuer à inventer, grâce à nos racines multiples, cette société européenne nouvelle, indépendante et éclaireuse du monde de demain. Les crises actuelles des plus vieilles démocraties soulignent dramatiquement l'urgence de cette nouvelle Europe. Merci de votre attention. Alors c'est Sandro qu'on va écouter maintenant, Sandro Gozi, qui est député européen, secrétaire général du Parti démocrate européen. Chers amis, je vous salue tous chaleureusement, vous qui êtes à l'hôtel Arawak en Guadeloupe, pour cette conférence régionale du MODEM Outre-mer. Je salue également les délégations venues de tous notre Outre-mer aujourd'hui réunis. C'est pour moi l'occasion de prendre la parole et de vous dire que oui, les jours que nous vivons en ce moment seront décisifs pour notre avenir, à nous Européens et donc pour les ultramarins. Mia Mottley, première ministre de la Barbade et présidente de l'organisation CARICOM, l'a résumé très justement dans son discours début avril. Nous vivons l'une des périodes les plus critiques pour la région Caraïbe. Pourquoi un moment décisif? Depuis plusieurs années maintenant, en tant que député européen du MODEM, avec mon ami Marc Sorville, nous nous sommes engagés à porter et défendre la voix des Outre-mer au cœur de l'Europe, pour qu'ils ne soient pas laissés au bord du chemin, ni face aux défis globaux, changement climatique, transition verte et numérique, ni dans leurs besoins de développement économique, social et surtout humain. Nous voulons une Europe qui agit vraiment pour les territoires. Mais à cela s'ajoute désormais un nouveau défi de taille, l'Amérique de Donald Trump. Une Amérique du chaos imprévisible et erratique, une Amérique de la provocation et surtout des menaces, des tarifs. Les mois derniers, nous avons tous été frappés par les taxes colériques du nouveau président américain. Les Outre-mer n'ont pas été épargnés, plus 37% à La Réunion, plus 10% dans les Antilles. Une attaque commerciale brutale, injuste, sans précédent. Mais que veut réellement Donald Trump? Il crie à tort et à travers « il faut produire aux États-Unis ». Alors quoi? Donald Trump va demander aux Akupas des Guyanes d'émigrer plus au nord pour être pêchés en Floride? Il va exiger que la vanille de La Réunion se délocalise dans les montagnes du Colorado? Il va demander aux bananes de Martinique et de Guadeloupe de pousser sur les côtes californiennes? C'est absurde, c'est grotesque, mais c'est pourtant ce que lui, il sous-entend. Trump prétend que les États-Unis sont traités injustement par leurs alliés et leurs partenaires commerciaux. Mais j'aimerais bien entendre dire cela aux ultramarins qui font face à la vie chère au quotidien, qui subissent les surcoûts de l'éloignement, de l'importation, du transport. Ces territoires ne sont pas des enclaves de luxe, ce sont des zones de combat humains et économiques. Et ces combats n'est pas à Washington qu'on les mène, c'est sur les terrains.
On a vu Trump devant les caméras, bien installé, derrière son pupitre à la Maison-Blanche, brandir son petit tableau avec des pourcentages. Pointant du doigt une liste de territoires dont il ne connaît ni l'identité, ni même la position géographique. Mais l'économie des RUP ne sont pas des pourcentages. Derrière l'économie ultramarine, il y a des artisans, des pêcheurs, des planteurs, des agriculteurs. Il y a des femmes et des hommes qui affrontent les contraintes géographiques, les aléas climatiques, l'éloignement des marchés. Résumer cette réalité en une statistique et engager une guerre commerciale sur cette base n'est pas seulement de l'incompétence, c'est du mépris. Mépris des savoir-faire, mépris des cultures, mépris de la solidarité caribéenne et de ses valeurs et de ses modes de vie. Mais nous ne trompons pas, derrière l'absurdité, il y a une stratégie, celle du chaos. Trump veut défaire l'ordre mondial, veut défaire les équilibres économiques, veut détériorer les relations entre États. Et il veut les faire parce qu'il le peut. Il pense de pouvoir parce qu'il veut montrer à ses partisans que le monde est à sa botte. Ces tarifs n'ont pas de logique parce qu'il n'a jamais été question qu'ils en aient. C'est un vieil adage, diviser pour mieux régner, divide et impera. Et oui, Trump cherche à diviser aussi la Caraïbe, isoler Cuba. C'est frapper la coopération régionale en matière de santé, couper les aides de développement, c'est condamner Haïti, affaiblir les efforts de toute une région pour faire face au changement climatique, pour atteindre l'autonomie alimentaire. Taxer l'Europe, c'est viser directement les RUP, les ultramarins, les filières locales de la pêche, de l'agriculture, de la transformation. Alors, quelle doit être notre réponse? L'avenir qui se dresse devant nous se divise en deux parties. Il y a les flous, mais il y a aussi la certitude. Les flous, c'est celui d'une Amérique où les contre-pouvoirs sont affaiblis, où la liberté de la presse est attaquée, où l'indépendance de la justice est remise en question. C'est aussi l'Amérique d'un président plus impopulaire que jamais. Alors autant se demander, non pas que fera Trump demain, mais bien que sera Trump demain. En face à ces flous, il y a la certitude européenne. Une Europe forte, une Europe qui protège, une Europe qui s'engage, notamment à travers une politique de cohésion forte et durable. Une Europe qui investit dans la région à travers sa politique de développement pour développer des partenariats gagnant-gagnant avec CARICOM, avec les CARIFORUM. Une Europe qui n'a pas plié face aux menaces tarifaires de Trump. Une Europe forte dont les Outre-mer sont les avant-postes au cœur du bassin caribéen. À Bruxelles, avec Max Orville, nous nous sommes battus pour inscrire les réflexes RUP dans chaque institution européenne et nous allons continuer ces combats. Nous devons renforcer les accords de partenariat économique avec la Caraïbe, intégrer davantage les RUP dans les stratégies régionales, soutenir l'agriculture locale, la pêche durable, l'économie circulaire, développer la coopération transfrontalière dans les Caraïbes et les infrastructures numériques et maritimes. L'objectif de Trump, c'est la soumission. Le nôtre, c'est la souveraineté et la prospérité. Devant vous, avec Max Orville, je veux vous dire, un jour, Trump passera. Trump s'en Mais notre engagement pour l'outre-mer, avec les MODEM, avec vous, pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, Saint-Martin, Mayotte et la Réunion, lui, il restera. Bonne conférence à toutes et tous et à très bientôt. Voilà, nous avons la chance d'avoir avec Sandro Gozzi quelqu'un qui connaît et qui aime l'outre-mer. Il a été largement formé par Max, c'est peut-être pour ça qu'il est maintenant très compétent sur l'outre-mer. Franz Gums, député de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, vice-président de la délégation aux Outre-mer. Madame la Présidente, chère Betty, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, permettez-moi tout d'abord de vous adresser les chaleureuses salutations des îles dites du Nord. Nous vous souhaitons tous les succès dans la réalisation de vos entreprises. Il m'a été fait la commande suivante de traiter du sujet de l'Europe et des régions ultra-périphériques face à la nouvelle donne internationale, aux nouvelles donnes internationales au pluriel. Et c'est donc ce dont je vais parler un peu. Comme chacun le sait, nous traversons une période de profonde recomposition géopolitique. Cette recomposition est due à des événements totalement indépendants de notre volonté, qui génèrent beaucoup d'incertitudes et beaucoup d'angoisses, et sur lesquels ni l'Europe, ni la France, et encore moins nos territoires ultramarins,
non de vraies prises. L'événement majeur le plus récent est l'élection de M. Trump aux USA. M. Trump qui mène une politique disruptive à l'intérieur de son pays, avec une politique anti-immigration agressive et à la limite de l'indignité. Sur le plan international, sa politique douanière provoque une grande instabilité dans le commerce mondial, instabilité qui impacte nos approvisionnements et notre stabilité énergétique. Un peu avant cela, s'est déclenchée la guerre totale entre Israël et le Hamas, une guerre où l'on peut dire que les uns ont tort, mais que les autres n'ont pas raison. Une guerre où les premières victimes ne sont pas les dirigeants, mais les populations civiles. Une guerre qui porte en germe le potentiel d'une extension à toute la région du Moyen-Orient. Et encore avant cela, M. Poutine déclenche une guerre ouverte avec l'Ukraine, avec des effets directs sur l'Europe dont la cohésion est mise à l'épreuve. Et pour couronner le tout, tous ces événements se passent sur fond de bouleversements climatiques qu'il n'est plus possible d'ignorer, avec des phénomènes météo plus nombreux et plus violents, avec la montée des eaux qui oblige à déplacer des populations, autant de réalités qui nous concernent tous directement. Tout cela nous rappelle que la stabilité du monde reste fragile et toujours à défendre. Dans ce contexte incertain, les régions ultra-périphériques de l'Union européenne, qu'il s'agisse de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de la Réunion, de Mayotte, de Saint-Martin, mais aussi des Canaries ou des Açores ou de Madère, occupent une position singulière, à la fois pleinement européenne sur le plan institutionnel, mais ancrées dans des espaces géopolitiques sensibles. Elles incarnent un paradoxe stratégique. Elles sont éloignées du continent, mais essentielles à sa projection, parfois mises de côté, mais pourtant en première ligne. En première ligne face aux disruptions commerciales, face aux phénomènes climatiques, mais aussi face au trafic en tout genre de drogue, d'armes et d'humains, en particulier ici dans la Caraïbe. Face à tous ces défis, la réponse ne peut être ni locale ni fragmentée. Elle doit être au moins régionale, sinon nationale, et européenne au mieux. Elle doit être coordonnée et accompagnée de moyens à la hauteur des enjeux. Il faut le dire avec force, les régions ultra-périphériques vis-à-vis de l'Europe ne sont pas des périphéries, ce sont des avant-postes. Elles incarnent une présence européenne dans des bassins géostratégiques majeurs, l'Atlantique, les Caraïbes, l'océan Indien. Elles sont les vigies de la sécurité maritime, en première ligne face à la pêche illégale, au trafic en tout genre et aux défis transnationaux. Pour qu'elles puissent pleinement assumer ce rôle, il est indispensable de les intégrer davantage aux politiques européennes de sécurité, de défense et de protection. En même temps, les réalités géographiques, en particulier ici dans la Caraïbe, fait qu'on ne peut nous isoler indéfiniment de notre environnement régional. 300 ans d'histoire diverses et variées ont créé des situations où des îles proches géographiquement, dont certaines sont indépendantes, d'autres autonomes, et nous, partie intégrante de la République, ces îles ne se parlent pas, n'échangent pas, ne s'entraident pas. Or, je ne vois aucune raison majeure qui empêche la France et l'Europe de réduire les freins réglementaires qui réduisent nos capacités à échanger avec les pays voisins. L'Union européenne doit reconnaître notre contribution, non seulement dans les politiques de cohésion, mais aussi dans celles qui relèvent de la souveraineté, de la stabilité et du rayonnement international. Enfin, les régions ultrapériphériques doivent être vues pour ce qu'elles sont aussi des laboratoires de résilience. Elles font face avec courage et créativité aux défis du changement climatique, de l'isolement et de la transition énergétique. Elles innovent, expérimentent, proposent, car nous avons à notre échelle un rôle à jouer dans la construction d'une autonomie stratégique européenne. En résumé,
les régions ultrapériphériques sont à la fois une responsabilité et une opportunité. Dans un monde plus stable, elles sont des points d'appui essentiels pour une Europe forte, solidaire et présente sur tous les continents. Je plaide aujourd'hui pour que notre voix soit pleinement entendue, que nos spécificités soient réellement prises en compte et que notre potentiel soit enfin reconnu à sa juste valeur. Merci de l'attention que vous avez bien voulu me prêter. Bonne conférence à tous. Mais voilà, c'était une intervention fort intéressante et qui recoupait un certain nombre de choses qui avaient été dites avant. Voilà. Est-ce que notre grande représentante de Mayotte est prête à venir intervenir? On m'a demandé de réagir sur l'Europe, les régions ultrapériphériques face à la nouvelle donne internationale et en particulier sur la question de transition écologique et notamment l'aspect de résilience. Et pardonnez-moi, je vais vous parler un petit peu de l'expérience de Mayotte. Donc on le sait, Mayotte est une région ultrapériphérique, oui, mais ce mot ne devrait pas rimer avec oubli ou relégation. Car si les crises mondiales nous concernent toutes et tous, à Mayotte, nous ne les analysons pas depuis une tribune, nous les vivons au quotidien. Crise climatique, tensions géopolitiques, vulnérabilité énergétique, insécurité hydrique, instabilité géologique, ce que beaucoup appellent la nouvelle donne internationale, à Mayotte, c'est déjà notre réalité depuis plusieurs années. Mais Mayotte, c'est aussi une île de résistance, une île de solution, une île où à chaque épreuve est un appel à l'action. Vous le savez, on a parlé, et je crois qu'à chaque fois vous m'avez posé la question, vous nous avez posé la question avec Dr Abdou après Chido, puisque le 14 décembre dernier, le cyclone Chido a frappé Mayotte avec une violence inédite, des vents à plus de 220 km/h, des habitations soufflées, des écoles détruites, des cultures anéanties, plus de 35 000 habitations endommagées, des quartiers entiers dévastés et des familles sans abri. Mais ce que Chido a révélé, au-delà des toitures envolées, c'est l'extrême vulnérabilité de notre territoire. Des réseaux électriques fragiles, des hôpitaux en tension, une dépendance accrue aux importations. Face à l'urgence, tout d'abord, l'État a agi. Notre Premier ministre avait annoncé, quand il était venu à Mayotte, un plan Mayotte debout. Face à l'urgence, l'Europe a aussi répondu. Le mécanisme de protection civile a permis l'envoi rapide de matériel et d'abris. Le Fonds de solidarité de l'Union européenne a été activé pour aider à la reconstruction post-Chido. Et le dispositif Restore a rendu possible la réorientation des fonds européens pour les besoins post-cycloniques. C'est une aide précieuse. Mais ce que Chido a confirmé, c'est qu'il est temps de penser la résilience, pas seulement de la réaction. Autre exemple que je pourrais vous citer, je pourrais vous parler de la crise de l'eau. En 2023, et Max, tu étais sur le territoire, tu l'as constaté, des familles ont vécu 4 jours de coupure sur 5. Ça doit faire écho aussi en Guadeloupe, je crois. Les enfants sont partis à l'école avec une bouteille vide. Des femmes se sont levées à 4 heures du matin pour remplir des bidons. Dans certains quartiers, la douche est devenue un luxe. Et Max, tu sais quelque chose. Et quand Chido est passé, il a détruit tout ce qu'il restait. Les canalisations, les systèmes de pompage, les retenues d'eau. Face à cette crise, l'État a réagi. Distribution, pont aérien, construction de nouveaux forages. On a eu droit même à la visite de notre ministre à l'époque des Outre-mer, Philippe Vigier, qui est vice-président du MODEM. Mais ce n'est pas suffisant. Nous ne voulons pas simplement de l'eau en sachet. Nous voulons un service public de l'eau digne de ce nom. Et c'est là où encore que l'Europe peut jouer son rôle. Le FEDER est un levier majeur pour financer des infrastructures durables, modernes, adaptées à notre réalité insulaire. Autre exemple, vous parlez de séisme, parce que depuis 2018 à Mayotte, on est secoué par une activité sismique continue, de milliers de secousses, un volcan sous-marin, le Fani Maoré.
Des fissures sur le mur, des nuits passées dehors et la peur au ventre. Ça a été très difficile d'ailleurs. En décembre 2024, encore, un séisme de magnitude de 4,4 a réveillé cette angoisse. Et ce n'est pas anodin. Cela nous oblige à revoir nos normes de construction, à anticiper les risques et à préparer la population. Et cela a des conséquences concrètes. Le projet de piste longue de l'aéroport de Petite-Terre, jugé prioritaire depuis des années, ne pourra pas se faire sur ce site, selon les derniers rapports. Les risques sismiques conjugués au dérèglement climatique rendent la zone instable. C'est un changement majeur de stratégie. D'ailleurs, le président de la République qui est venu dernièrement sur notre territoire l'a annoncé publiquement. Il nous faut maintenant réfléchir à une implantation sur grande terre et surtout éviter de construire les fragilités de demain. Mais alors, que signifie la transition écologique à Mayotte ? Cela signifie répondre à l'urgence, mais aussi construire une alternative durable, adaptée à nos contraintes et à nos forces, en développant l'énergie solaire, car notre ensoleillement est un atout inexploité, en soutenant l'agriculture locale et écologique pour réduire notre dépendance alimentaire, en repensant la gestion des déchets pour que chaque commune, chaque village puisse devenir acteur de la propreté et de la santé publique. Et en formant notre jeunesse pour qu'elle devienne porteuse de solutions. Mais cela ne pourra pas se faire avec des dispositifs européens conçus pour l'Alsace ou la Normandie. Désolé de le dire. Nous avons besoin de règles souples, des délais réalistes et d'un accompagnement humain pour les communes et les associations. Mayotte ne manque pas d'idées, elle a besoin de leviers. Mayotte est un concentré de défis du XXIe siècle. Mais c'est aussi un laboratoire d'innovation, un terrain d'engagement, une force d'exemple. L'Europe ne peut plus penser ses politiques sans y intégrer pleinement ces régions ultra-périphériques. Nous sommes en première ligne et souvent en avance sur les enjeux que d'autres découvriront demain. Alors oui, nous demandons des moyens. Nous apportons aussi une vision, celle d'une Europe plus résiliente, plus juste, plus connectée à la réalité de ces territoires. Mayotte n'est pas un fardeau, c'est une promesse, à condition qu'on lui donne les moyens d'y croire. Je vous remercie. Merci beaucoup, Cassandra. Max, à toi d'intervenir. Merci à tous. L'intervention de Sandro a été très claire, pleine sur tous les travaux que nous avons menés ensemble et que je continue de mener avec lui, puisque vous l'avez compris, je suis le référent du Parti démocrate européen pour les régions ultra-périphériques et ce combat continue. Je suis à Bruxelles et à Strasbourg très régulièrement et il n'y a pas une décision qui soit relative aux régions ultra-périphériques que je ne connaisse pas et que je n'essaye pas d'impulser. Donc, Sandro a bien expliqué les enjeux. Ici, aux Antilles, face d'une part à Trump, mais également tout le travail qu'il faut qu'on fasse. Alors, quelques chiffres. Quand on parle des régions ultra-périphériques, on parle de 3 pays. L'Espagne, le Portugal et la France. Pour les 2 autres pays, Espagne et Portugal, qui font partie des régions ultra-périphériques, mais leurs régions ultra-périphériques sont à 200 km du continent. Nous sommes disséminés dans tout le monde entier à plus de 8000 km, 12 000 pour la Réunion, pour Mayotte, et nous rayonnons sur tous les océans. Je veux rappeler que la population de l'Europe, c'est 450 millions d'habitants. Et la population des régions ultra-périphériques, c'est 4 millions d'habitants. Vous voyez déjà donc un petit peu. Et notre difficulté pour les régions ultra-périphériques françaises, qui, elles, sont composées de 2 millions d'habitants, c'est que sur les 27 pays, seuls 3 pays ont des régions ultra-périphériques. Donc la difficulté est immense. La représentativité des Outre-mer au Parlement européen, c'est même moins de 1%. Nous étions, sous ma session, nous étions 7, maintenant nous sommes 6, mais nous avons un vrai travail
en France, de reconnaissance. Parce que sur l'ensemble des listes qui se sont présentées, dans les 20 premiers, par exemple, eh bien, à part chez la liste LFI, que ça soit Parti socialiste, les Républicains, etc., il n'y avait pas de candidat avant les 30e places. Là, donc aussi, nous avons un travail à faire, hein, qui est d'être mieux reconnu, mieux identifié, parce que c'est vrai, comme le dit Sandro, maintenant, pour chaque problématique, lorsque j'y étais, nous étions deux. Un Réunionnais, Stéphane Bijoux, et moi, pour les Antilles. Donc on essayait de faire avancer. Aujourd'hui, malheureusement, nous n'avons plus de représentants au sein du Parlement. Donc je continue de travailler et inlassablement pour le succès. Je voudrais réagir par rapport à ce que j'ai entendu de Cassandra. Et je voudrais préciser quelque chose. Cassandra a expliqué très justement que lorsqu'il y a eu Chido, l'Europe a réagi au travers du dispositif de protection civile. Alors, de quoi s'agit-il ? C'est une protection civile européenne qui est que lorsqu'il y a un aléa, lorsqu'il y a une problématique naturelle, comme la question de l'eau ou la question du cyclone, c'est le territoire européen le plus proche qui prend la donne. Donc, dans le cas de Mayotte, c'est la France qui a été son propre recours, via la Réunion. Hein ? Alors, je vais donner un autre exemple qui montre la complexité qui existe. Lorsque Mayotte a été confrontée à la crise de l'eau en 2023, pendant, tu dis 4 mois, c'était beaucoup plus long, 6 mois, les problèmes qui se sont posés, c'est pourquoi on n'a pas fait venir de l'eau de l'île Maurice, qui est moins loin. Mais tout simplement parce qu'on était soumis à des normes européennes. Et l'eau de Maurice ne répondait pas aux normes sanitaires de l'Union européenne. On a même envisagé à l'époque de faire venir de l'eau de Pologne. Donc finalement, ça a été par la Réunion et par rapport et la France par bateau, mais c'était pour vous dire les difficultés. Alors il y avait ce problème dans l'urgence, il fallait trouver la question de l'eau, mais Mayotte était sinistrée parce que les retenues collinaires étaient à sec et il n'y avait pas encore d'usine de dessalement. C'est là que nous avons commencé à travailler là-dessus. Mais je dois reconnaître, et il faut reconnaître, que la solidarité française et européenne a joué. Tout de suite, on s'est mobilisé. C'est pas si facile parce qu'il faut aussi reconnaître, Cassandra, tu ne m'en voudras pas, et ça, ce n'est pas forcément la responsabilité de l'État. L'État des infrastructures pour l'eau, notamment à Mamoudzou, accusait des fuites pour 35% du réseau. Bon, et donc là aussi, il faut se dire que chacun doit prendre sa part. Hein, il fallait moderniser le réseau, etc. Donc, l'Europe et les régions ultrapériphériques, comment elles sont perçues ? Au sein de l'Assemblée parlementaire européenne, nous avons toujours eu une écoute nécessaire, qu'il s'agisse des problèmes qui se sont exprimés en Guyane, où il y avait un vrai péril sur la filière bois, en raison de normes environnementales inadaptées, on l'a corrigé. Sur la question du transport aérien, on a fait les efforts pour assurer une certaine continuité, même si je continue à dire que les billets sont trop chers. Mais il y a des tas de choses. Vous savez que maintenant, l'Europe qui se verdit souhaite avoir des avions qui volent au biocarburant, hein, et non plus au kérosène. Donc chaque fois qu'un avion vole en direction de la Martinique, la Guadeloupe, etc., il est considéré comme pollueur. Donc l'Europe a fait annuler cette taxe. Vous ne payez pas, le contribuable guadeloupéen ne paye pas cette taxe entre Guyane et l'Hexagone, etc. Ça a été annulé parce qu'il faut bien assurer une certaine continuité territoriale. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire ? Oui. Maintenant, une question qui va intéresser notre futur intervenant de l'IED, c'est quelle est la représentation chez nous de l'Union européenne ? Elle est essentiellement perçue
comme une relation de guichet, c'est-à-dire on active des demandes de subventions européennes au travers de FEDER, FEADER, de fonds européens. Ce sont les fonds structurels. Et ce matin, nous avons entendu Christophe Grudler annoncer que pour le prochain budget, c'est intéressant, le budget consacré aux régions ultrapériphériques, c'est 16 milliards. Donc, qu'on ne nous dise pas qu'on n'aura pas l'argent. Et tous les députés européens se battent pour valoriser. Maintenant, il appartient, encore une fois, à toutes les autorités de gestion, Mayotte, Réunion, Martinique, Guyane, Saint-Martin, comme le disait Maurice, de mettre en place un schéma d'aménagement, de développement économique, culturel, social, etc., pour optimiser. La Guadeloupe souffre de problèmes d'eau. Quand j'étais parlementaire, j'en entendais parler. La Martinique aussi, soyons clairs, on l'a eu, même s'il y a eu des aménagements. Mais encore une fois, arrêtons de regarder les choses à la marge, par le petit bout de la lorgnette. Modernisons le réseau. Tout le monde sait, les Guadeloupéens le savent aussi, que pour avoir une eau potable qui est un droit vital, ce n'est pas quelque chose qu'on a à discuter et que l'Europe reconnaît. La question de l'eau est vitale. Alors que chaque territoire, autorité de gestion, mette en place cet aménagement pour offrir à leurs administrés les meilleures possibilités. Et l'Europe aidera. Il y a des priorités qu'il faut faire et savoir l'utiliser. Donc l'Europe doit faire preuve de solidarité, mais l'Europe a aussi le devoir d'attendre de nos territoires les meilleures dispositions pour permettre à nos administrés d'avancer. J'ai entendu la question aussi de la formation, de l'économie bleue. Monsieur Calamel en a parlé ce matin, à juste titre. Là encore, des vrais projets, pas des choses à la marge, des vrais projets structurels qui permettent un développement harmonieux, écologique, avec une transition. Là, nous sommes gâtés par la biodiversité, c'est-à-dire qu'on pourrait imaginer qu'on tourne avec des énergies naturelles, qu'elles soient marines, qu'elles soient solaires, qu'elles soient volcaniques, il y a un projet européen, j'ai reçu au Parlement les ministres de la Dominique qui proposaient, parce qu'eux, ils amènent de la géothermie qui pourrait desservir la Guadeloupe. Eux, ils sont encore plus près. Eh bien, mettons en place les aménagements nécessaires pour permettre à nos territoires d'être optimisés. La question des sargasses. Je ne pouvais pas terminer mon allocution sans parler de cette question. C'est une question centrale qui dure, comme je l'ai dit, depuis 2018. La déclaration de François Bayrou aujourd'hui vise à doter les territoires des Antilles, des Caraïbes et de Mayotte, enfin, et de la Réunion, pas de Mayotte, de la Réunion qui sont atteints, de Sargator. J'ai porté cette mesure auprès de l'ancien ministre de la Mer, Hervé Berville. Donc, on va avoir maintenant les moyens de se doter, mais il va falloir aussi se poser la question, qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on s'en sert pour dépolluer nos territoires, par exemple ? Comment on les transforme, etc. Donc, il y a toujours, vous le voyez, une partie qui est possible par l'Europe. François Bayrou, aujourd'hui, a parlé de dispositif, le 3e plan de lutte contre les sargasses, mais c'est un plan national, ce qui veut dire que l'Europe peut ajouter aussi à ce plan national, soit par une collaboration dans le cadre du plan Interreg, qui pourrait être richement doté, et par des vrais projets qui permettraient je ne dirais pas de mettre fin à ce fléau, parce que tout le monde sait que tout part du Brésil. Et là, l'Europe a aussi son rôle à jouer, parce que dans les accords commerciaux avec le Brésil, c'est de voir comment on va interdire les pesticides qui sont répandus et qui changent la nature et les pH des eaux, etc. Et ça passe par la Guyane, et vous connaissez la suite. Donc, oui, l'Europe peut être à ses côtés. Je sais que nos chefs d'entreprise ont pris cette dimension. Il faut maintenant leur donner les moyens
de pouvoir préserver cette biodiversité et utiliser les contraintes en atout. Et l'Europe sera tout à fait disponible pour accompagner cela. Mais n'attendons pas, sagement, et se disons, l'Europe va régler tous les problèmes. Nos compatriotes voient partout, lorsque les infrastructures se font, le panneau Europe. Parfois, ils ne le voient pas parce que la politique locale s'arrange pour valoriser ce qu'il fait, mais avec les fonds européens. Bon, ça arrive et c'est bien classique. Mais en tout état de cause, il y a à côté des fonds structurels, je voudrais dire un mot de ce qu'on appelle les fonds horizontaux. Les fonds horizontaux, ce sont des fonds spécifiques qui sont gérés directement par la Commission européenne et qui peuvent être sollicités directement par eux dans le cadre d'une information et d'une communication qui serait donnée par les autorités de gestion et permettre à chaque territoire de développer selon le programme établi, de pouvoir avancer. J'ai qu'un seul projet en tête là, mais il y en a dans tous les domaines de l'activité, qu'elle soit environnementale, qu'elle soit culturelle, qu'elle soit artistique. Et je pensais justement à ce programme artistique qui offrait en 2022 à la Guadeloupe, à la Martinique, à toutes nos régions, la possibilité pour 6000 artistes de pouvoir participer à ce programme européen, se rencontrer, etc. J'ai entendu la question, la garantie pour l'enfance, la garantie pour la jeunesse. Ce sont des dispositifs transversaux. Ce sont des dispositifs qui permettent d'accompagner les jeunes, notamment la garantie pour la jeunesse, qui sortent du milieu scolaire et ceux qui sont en rupture avec la scolarité, qui ont commencé un travail dans une entreprise, qui ont peut-être été licenciés. Et cette garantie permet et offre des débouchés à tout jeune qui veut reprendre et revenir dans le circuit du travail, après 4 mois, sous forme de stage, etc. Et donc, ces informations sur les programmes transversaux doivent être communiquées, doivent être dispensées par les autorités de gestion à leur public de référence. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire, parce que je sais que notre ami de l'IED qui nous attend, Édouard Godot, je m'excuse d'avoir pris tout ce temps, et je lui passe la parole, si c'est comme ça que ça doit se passer. C'est bien ça ? Merci. Voilà, donc je donne la parole à Édouard Godot, qui est professeur associé à l'ESSEC, qui est auteur et également consultant, un homme de haute compétence. Je ne vais pas du tout rajouter du discours au discours, parce que je pense que les tours d'horizon qui ont été faits sont déjà largement suffisants et largement bien informés. Je voulais vous donner quelques éléments sur la raison de ma présence ce soir, enfin de ma présence à distance certes, mais de ma présence quand même. Parce que nous travaillons, alors je ne suis pas de l'IED, mais je suis mandaté par l'IED pour accompagner une réflexion sur la place et la perception de l'Europe, en particulier chez les sympathisants démocrates. Et c'est la raison pour laquelle nous avons mis en place ces capsules, et c'est la raison pour laquelle nous avons donc la possibilité de nous voir ce soir. Ah, ça y est, je vous vois, c'est formidable, c'est beaucoup plus agréable. Voilà. Et donc, nous sommes intéressés à cette perception. Qu'est-ce que l'Europe représente pour les habitants des territoires de l'Europe, que ces habitants de territoires soient sur le continent ou très éloignés de ce continent, ils n'en sont pas moins des Européens, avec toutes les nuances et les subtilités des identités empilées qui sont le propre de nos sociétés modernes. Donc, moi, je ne vais pas du tout rajouter, je vais simplement vous proposer dans ce que nous avions conçu comme étant des débats inversés, c'est-à-dire des débats dans lesquels vous avez des questions et nous avons peut-être, je dis bien peut-être, des réponses, vous offrir la possibilité d'exprimer les grandes lignes, les réflexions, les attentes, les espérances, mais aussi peut-être aussi les solutions, les problèmes, bref, l'intégralité de la planète émotionnelle et intellectuelle
qui peut être la vôtre lorsque l'on parle de l'Union européenne, de ses institutions, de son projet de construction, de construction d'un espace politique et d'un marché commun à l'ensemble des vieilles nations européennes et de tout leur passé, de tout leur passé et pas toujours, comment dire, qui disait qu'il ne passe pas bien, de leur passé qui n'est pas toujours très simple à vivre. Voilà, sans plus attendre, je crois qu'il y a un micro qui circule. Reste évidemment en lice pour vous répondre toutes les personnes qui sont encore, c'est-à-dire qui n'étaient pas simplement des petites vidéos, mais qui sont bien là présentes. Donc, je compte sur Betty pour distribuer la parole en fonction évidemment des compétences des uns et des unes et des autres. Voilà. Et merci encore d'être là et d'être présent et de pouvoir contribuer. Ah, juste une dernière petite note de bas de page. Il y a une enquête, enfin une série de questions, une douzaine de questions qui vous sont disponibles, je crois, dans la newsletter du Modem, mais qui peuvent être aussi distribuées par ou enfin en tout cas, je ne sais pas exactement comment elle a été circulée, mais en tout cas, voilà, vous êtes bienvenus à y répondre. À vous. Édouard, excuse-nous, simplement, est-ce que tu as une possibilité, parce que dans la salle, il n'y a pas forcément que des adhérents Modem, et est-ce qu'il se serait possible de diffuser sur l'écran les questions auxquelles tu souhaites qu'on réponde? Non, parce que je n'ai pas la version formalisée, je n'ai que la version de travail que j'avais envoyée justement aux autorités de l'IED, mais Alice enverra un lien, c'est pas du tout grave que ça soit uniquement... pardon, c'est très très bien justement si c'est plus large que les militants et les sympathisants, mais ça je préfère, parce que moi je vais commettre des impairs pour faire ce genre de choses, mais ce sont en gros une douzaine de questions. Donc les premières grandes questions, quelle est votre perception de l'Union européenne, déjà au départ? Est-ce que vous vous sentez européen, français et guadeloupéen, martiniquais, réunionnais ou Mayotte? Est-ce que la nationalité ou l'identité européenne, vous la percevez clairement pour nous ici? Qui veut répondre? Ou si vous avez des questions particulières, c'est le moment. Hein. Je sais que vous avez déjà reçu beaucoup d'informations, mais il y a peut-être encore des choses qui restent à éclaircir. Voilà. Alors, je voudrais vous demander, monsieur, quelle perspective pour le Modem ultra-périphérique pour avancer et convaincre les électeurs à se joindre à nous? Vous adressez à ma casquette de consultant politique, là. J'ai l'impression de sortir du mandat qui m'a été donné par l'IED. Voilà, alors c'est sur les aides donc européennes. C'est vrai que la question est quand même assez prégnante vue de nos territoires. Comme vous le savez, nous avons donc un tissu notamment associatif, mais aussi de porteurs de projets qui ont du mal à se retrouver dans ce maquis d'aide et aussi de préfinancement. Parce que la question de savoir si nous sommes en capacité, évidemment, de préfinancer les projets pour lesquels nous souhaitons des aides, se pose avec acuité. Le dispositif, il est complexe. Il est à la fois porté par le Conseil régional, il est à la fois porté aussi par l'État. Et c'est vrai qu'on a une situation, vue de nos territoires insulaires, de maquis incompréhensible. Comment arriver à solliciter ces aides et à les mobiliser? Pour les collectivités, c'est pareil, puisque nos collectivités sont en grande difficulté. Elles n'arrivent pas à préfinancer les projets, différents projets, et mobiliser, puisque ce matin, nous avons évoqué la question notamment des fonds verts. On voit très bien la situation pour nos collectivités qui sont engluées dans des situations financières très contraignantes. Et on a le sentiment, effectivement, que vu de nos territoires, avec parfois quelques problèmes d'ingénierie, parce qu'il faut le dire aussi, nous n'avons pas toujours, au sein de nos collectivités et au sein de nos associations, l'ingénierie nécessaire, et tout ça paraît fort complexe. Alors, quelles mesures, quels dispositifs pour simplifier les aides européennes pour nos territoires, que ce soit le FSE, que ce soit le FEDER? Merci. Oui, alors ma question, elle est liée au fameux article 349 du traité fondateur de l'Union européenne qui vise à, comment dire, à adapter, prendre des dispositions pour adapter le droit aux contraintes de nos régions
et en particulier sur les surcoûts. Et c'est vrai que nous avons pas mal de sujets liés à la fiscalité, nous avons des sujets liés au climat. Et au moment, à l'heure où la question du climat se pose avec énormément de prégnance, à l'heure où on demande aux collectivités, aux communes en tout cas, de prendre leurs responsabilités vis-à-vis de ces sujets et de mettre en place un plan d'adaptation au changement climatique, quid de cet apport, de cet accompagnement en tout cas du traité et des dispositions qui sont prises pour faciliter la mise en œuvre des solutions, on va dire, fondées sur la nature, qui pourraient régler ces sujets. 30 secondes pour la bonne tenue. Je crois qu'il y a une petite erreur. Ce n'est pas des questions qu'il faut lui poser parce qu'il est là pour recueillir. Il est là pour recueillir un petit peu quelles sont vos attentes, vos difficultés, vos espoirs, comment vous concevez l'Europe. Donc, oui, mais ça c'est vis-à-vis de moi, mais c'est pas vis-à-vis de... Ah mais attendez. Vous pouvez poser les questions à l'intégralité des gens qui sont capables d'y répondre. Moi, je me permettrai de répondre à celles qui sont un peu plus de ma compétence, mais n'ayez crainte, hein, allez-y. Ces questions sont aussi des traductions de représentation, donc ça me va très bien. Et puis des angoisses que nous avons. L'Union européenne, c'est pas une vue de l'esprit. On est citoyens. D'abord, on est d'abord guadeloupéens, mais après, on nous demande de mettre en place des sujets qui touchent les RUP. On est censé, et même quand on regarde les zones économiques exclusives, l'Union européenne, ils sont classés au premier rang de puissance maritime. Concrètement, est-ce que l'Union prend sa vraie place stratégique dans le domaine maritime? Et c'est parce que je me pose toutes ces questions que je n'arrive pas à avoir de réponse pour dire est-ce que je suis citoyenne européenne? Est-ce que l'Europe nous rend service? Est-ce que le fameux principe de subsidiarité, il est appliqué correctement sur nos territoires? Est-ce que les fonds horizontaux, transverses, tout ce que vous voulez, est-ce que ça accompagne le développement économique de nos territoires? Une fois que j'aurai les réponses, je vais vous dire où je me situe. Personnellement, je trouve ça très pertinent, hein, comme façon de poser les choses. Bonsoir, je voulais commencer à rebondir, n'est pas le bon mot, au propos de Madame Champhy tout à l'heure sur Mayotte, et qui m'ont ouvert chez moi. Je dis à ma voisine, mais elle parle de qui en fait? Parce qu'en fait, si on fait un tout petit décalage, on pourrait penser qu'elle parle de la Guadeloupe. Problème d'eau, problème de transport, risque de cyclone, risque sismique. Et en fait, Mayotte ça fait une photo, ce qui s'est passé, ça nous fait une photo qui a montré la vulnérabilité d'un territoire. Moi, je pense qu'avant de parler de développement, il faut regarder les choses avec une vraie réalité, une vraie photo. Et je crois que la Guadeloupe, on est très, très vulnérable. D'ailleurs, même quand il y a une grève, on n'est plus personne à d'électricité. Plein de gens n'ont pas d'eau très souvent. Si on regarde la réalité. Donc ça, c'est la première chose, c'est être extrêmement honnête sur la photo de la Guadeloupe. Et on pourrait parler des Outre-mer, mais c'est ce que je connais le mieux. Ensuite, la deuxième chose, c'est la posture. À partir du moment où on a fait un état des lieux, c'est quelle est la posture qu'on veut. Alors là, je fais une petite blague. Tout à l'heure, quelqu'un disait qu'il n'avait pas tellement confiance en DeepSeek, l'IA chinoise, ce matin. Moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup chez les Chinois, c'est leur définition du mot crise. Le mot crise, il se définit avec 2 hiéroglyphes. Le premier, c'est danger, et le deuxième, c'est opportunité. Donc quand on a fait la photo du coup d'avant, là, on se rend bien compte qu'il y a des dangers, et c'est une opportunité pour vraiment changer les choses. Et je vais terminer là-dessus, qui est une contrepétrie de Francis Blanche dans les années 60-70, qui disait face à un monde qui... 70, ça marche toujours aujourd'hui. Face à un monde qui change, il faut mieux penser le changement que changer le pansement. Et c'est là où ça nous demande, en fait, alors on parlait beaucoup de Trump en forme de disruption. Sa disruption, moi, elle m'inspire pas beaucoup. Mais en tous les cas, je pense qu'il nous faut de la disruption sur la manière d'analyser les choses et de travailler ensemble. Et on revient sur la nécessité de la coopération, l'objectif 17 de l'agenda 2030. Donc voilà, avant même de parler de réponse, je voulais faire photo, quelle posture on prend, et puis ensuite, on fait quoi ensemble? Vas-y, Louis. Bien, alors je voudrais vous suggérer de donner une piqûre de rappel aux citoyens européens, enfin qui appartiennent à l'ensemble de l'Europe, c'est l'utilisation d'un euro, de billets d'euros. Grâce à un Guadeloupéen qui est à la Banque mondiale, la maquette de l'euro représente
même à la maquette, les billets d'euros, tous les billets d'euros ont systématiquement une carte du domaine de l'Europe, et notamment des régions ultra-périphériques. J'ai ici un billet de 20 €, et beaucoup de gens ne le font pas, mais il serait très judicieux, je pense, et surtout de la part vis-à-vis des jeunes, de leur indiquer que, alors que nous n'avons pas une carte de France présentant l'outre-mer français, nous l'avions quand nous étions à l'école primaire, mais l'Europe a reconnu sur tous ces billets, il y a une face qui représente la carte de l'Europe, tous les pays européens, et vous avez la carte de la Guadeloupe, c'est la carte de la Martinique, la carte de la Réunion, la carte de la Guyane. Je vous invite, et je pense qu'on pourrait faire un petit concours vis-à-vis des enfants pour leur demander de reconnaître, de retrouver la Guadeloupe, ou enfin leur territoire d'origine, sur les billets d'euros. Et ce billet d'euros est symbolique pour nous d'un espace de solidarité et de démocratie. Et si nous utilisons tous les jours ces billets, il faut quand même savoir qu'ils représentent la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et la Réunion, et beaucoup de gens ne le savent pas. Et je crois que ça serait un effet, ça permettrait aux jeunes de comprendre qu'ils sont européens et dans quel cadre. Je répète, liberté, démocratie et solidarité surtout. Merci. Merci Louis. Merci beaucoup. Il y a de fortes chances qu'ils soient très contents d'avoir un billet de 20 €. Et je pense que M. Godot pourra peut-être nous aider à approfondir la réflexion sur ce point. Tout le monde aux Antilles, enfin pas tout le monde, beaucoup de gens aux Antilles se plaignent des conditions d'obtention des fonds européens. L'obligation de préfinancement de 100% du projet avant tout déblocage de fonds européens est une obligation à laquelle beaucoup d'investisseurs ne peuvent pas satisfaire. L'idée, ce serait, moi je suis un ancien directeur de banque, l'idée, ce serait de demander à la Commission européenne, avant la proposition, je voudrais rappeler aussi qu'il y a des élus qui se permettent de dire en public qu'ils n'ont pas besoin de l'argent de l'Europe. Et que si c'est pour continuer à donner de l'argent à certains, ils préfèrent qu'il n'y ait plus d'argent de l'Europe. Il y a des gens qui se permettent de dire ça sur les médias. C'est dire que l'état d'esprit, la manière dont l'Europe est perçue par un certain nombre de responsables locaux n'est pas une manière extrêmement positive. La raison pour laquelle je me demande si l'Europe, la Commission européenne en particulier, ne pourrait pas s'attacher les services d'une ou deux banques conseils dans chaque territoire pour accompagner, beaucoup plus que ne le font certaines collectivités, pour accompagner les investisseurs. Faire en sorte que ces investisseurs soient accompagnés pas à pas avant le début de la réalisation du projet, pendant la réalisation et après pour les déblocages finaux. Mais comme ça, au fur et à mesure, l'Europe pourrait être sûre que le projet réalisé correspond à ce qui a été autorisé. Le banquier, en général, a une vue beaucoup plus experte quant à l'appréciation de l'avancement des projets que les élus. Donc, je suis Chantal Brel, association Evans Concept. Je suis partiellement d'accord avec vous, sauf que j'ai eu à répondre à un appel à projet fonds européens. Et il faut savoir que le projet était recevable. Donc, je l'ai mené, sauf que la réponse de l'Europe pour apporter un accompagnement à ce projet est arrivée au moment où je devais faire le bilan. Et j'étais dans une structure, effectivement, où nous avions les moyens de le faire. Sauf qu'aujourd'hui, en faisant un appel à projet dans une autre structure
toujours avec la même ingénierie, donc projet recevable. Si vous n'avez pas les fonds et si vous ne vous faites pas aider, d'autant plus que vous n'avez pas une réponse du service, vous ne pouvez pas le mettre en place, puisque la réponse arrive tellement tardivement que vous ne savez pas si vous allez être financé ou pas. Ah si, mais enfin, bien sûr. Je ne sais pas si c'est l'Europe, mais en tout cas, la demande est faite pour les fonds européens. Max, mais oui, c'est vrai que beaucoup d'entreprises ont fait faillite à cause des retards. Hein. Je voudrais répondre et ça ne va peut-être pas faire plaisir à tout le monde, mais encore une fois, il s'avère que j'ai un regard, moi, assez périphérique. Et je sais que ça se passe très bien ailleurs. Je donne un exemple. Aux Canaries, province espagnole, aux Açores, à Madère, Portugal, comment se passe, je vous parle du cheminement et de l'instruction. Vous allez présenter à l'autorité de gestion espagnole aux Canaries votre projet. 1, vous avez un guichet unique. 2, vous avez un référent unique qui va vous suivre pendant toute la durée de l'instruction, de la conception, de la réalisation jusqu'à la fin. C'est-à-dire que vous venez me voir, bien, je me présente, je suis votre instructeur, je vais vérifier la validité, la viabilité financière avec vous et je vais vous suivre de A à Z. C'est-à-dire qu'une fois, je vais vous accompagner et ça c'est gratuit. Il n'y a pas besoin, comme je le connais dans nos territoires, parfois de guerre lasse d'aller prendre un autre cabinet conseil que vous allez payer et qui va préparer votre dossier. Donc là, ça fait partie du jeu. La deuxième chose, une fois que l'autorité de gestion a validé votre projet, vous voyez donc il n'y a pas de retard. Eh bien, à ce moment-là, vous le commencez, vous le débutez, et moi, je suis là tous les mois pour vous dire, ramenez-moi telle facture, vous avez commencé telle facture. Ce qui fait que, à la fin du projet, puisque les programmes durent 6 ans, aujourd'hui, je suis en contentieux politique avec une région parce que je lui dis tout simplement, la période 2014-2020 est épuisée. Il faut faire remonter les factures. Ça fait 1 an et demi depuis décembre 2023 que toutes les régions ultra-périphériques ont à remonter leurs factures, puisque les chefs d'entreprise ont avancé 100% du projet. Ils doivent retourner 80% à peu près, entre 60 et 80%. Eh bien, moi, je m'étonne qu'après 1 an et demi, l'autorité de gestion n'est pas remontée à la commission. Alors, ça fait mal à certains, mais quand on m'a accusé de raconter des blagues, j'ai dit, je vais publier les résultats de toutes les régions ultra-périphériques. Je me suis arrêté à Française parce que c'était les plus éloquentes. Et à jour, parce qu'il y a un site à Bruxelles qui s'appelle Cohésion Data et qui vous dit exactement qu'il s'agisse du FEDER, du FSE ou du FEADER, agricole, économie et emploi, à quel niveau votre région est. Est-ce qu'elle a fait remonter les choses? Ça, c'est la première chose. Donc, le retard n'est pas imputable à l'Europe. Le retard est imputable aux autorités de gestion. Ça, je l'affirme. La deuxième chose, j'avais interpellé la Commission sur la difficulté à pouvoir aspirer aux fonds européens parce que c'est un dédale, c'est un maquis, il faut se retrouver. Mais encore une fois, si vous êtes bien accompagné. Mais sachant que dans nos territoires, c'était à géométrie variable d'une région et d'une autre, j'avais envisagé avec l'avis positif de la Commission, mais qui n'a pas pu le mettre en place, j'y suis plus et on n'a pas pu continuer ça, je souhaitais que des formateurs de Bruxelles viennent accompagner, former, par exemple, le MEDEF,
la chambre de commerce, parce que c'est là que les chefs d'entreprise s'adressent d'abord. Ça aurait été d'abord, allez, une présélection pour savoir si vous êtes éligible ou pas, etc., permettant ainsi la fluidité pour savoir comment on allait faire. Et donc, dans nos régions, on a ce problème-là. Et ça, il faut que chacun, chaque élu, chaque responsable prenne la mesure de cette difficulté. Je reconnais bien facilement qu'il y a la complexité des dossiers, mais si on vous propose de vous aider, si on vous propose de vous accompagner, c'est mieux. Et c'est la raison pour laquelle, je ne vais pas vous dire, mais je vous invite à aller regarder ce qui se passe aux Canaries. Je m'y suis rendu 2 fois. Les Canaries, c'est même pas la Guadeloupe. La Guadeloupe, c'est gigantesque, hein. Les Canaries, c'est un rocher. C'est une île 40 km sur 40 km. Eh bien, avec les fonds européens, il y a 2 aéroports internationaux. Il y a 2 fois 4 voies. Il y a la fibre partout. Il y a un système de santé performant. Il y a des hôtels de grand luxe. Et c'est l'Europe. Et les Canaries sont autonomes. C'est pas mal. Pardon ? Non, mais merci beaucoup d'avoir fait ce préambule. Je voulais me permettre de réagir parce que tout ce que vous avez dit est très intéressant. D'abord parce que c'est très vivant, mais aussi c'est très intéressant parce que ça montre très très bien aussi les projections que nous avons les uns les autres sur nous-mêmes et sur le reste. Et je voulais dire à ce propos donc 2 choses, reconnecter 2 choses. La première, et merci beaucoup de l'avoir formulé de cette façon-là parce que je l'aurais fait de façon plus brutale, une grande partie de nos problèmes européens sont des problèmes nationaux. Une grande partie de nos problèmes européens viennent de... Allez, on va mettre ça sur le coup de l'ignorance, parce que nous savons tous que le système éducatif français, malgré ses grandes qualités, n'est pas extraordinairement performant sur l'enseignement de l'Europe. Et je peux le dire avec d'autant plus de simplicité et de tranquillité que moi, je suis un ancien professeur du secondaire, donc je sais aussi ce qu'il y avait dans les programmes et comment est-ce qu'on les met en place ou pas. Donc de ce côté-là, je peux vous garantir, même d'ailleurs qu'au niveau du supérieur, moi, je suis sorti diplômé il y a 30 ans d'une grande école française dans laquelle j'avais entendu parler d'Europe peut-être 3 ou 4 fois, et encore à partir du général de Gaulle, ce qui vous donne une petite idée de la question, la façon dont on voyait l'Europe. Mais il y a donc un déficit démocratique et européen qui est d'abord national. Ça ne veut pas dire que les questions européennes sont simples, ça ne veut pas dire que les fonds européens sont faciles d'accès. Tout cela est tout à fait juste, et je crois que malheureusement, c'est très compliqué de le simplifier pour la simple et unique raison qu'il y a plusieurs cultures administratives dont le simple et principal objectif est de faire en sorte que l'argent des contribuables durement acquis en Allemagne, aux Pays-Bas ou ailleurs ne soit pas dépensé de façon trop dispendieuse par les Grecs, les Français ou je ne sais encore dans le fantasme qu'il y a. Ce qui m'amène à un deuxième point. Il y a aussi un problème du fait que nous avons tendance de façon tous, et y compris et surtout les pro-européens, comme vous l'êtes, comme moi je le suis, à considérer que l'Europe est déjà un acquis. Eh bien non, l'Europe n'est pas un acquis, l'Europe est une construction qui n'est pas finie, loin de là. Ça n'est pas un bloc monolithique. Et j'en veux pour illustration 2 choses. La première, c'est que le marché unique que vous avez décrit, monsieur, sur les billets d'euros, je pense qu'il n'est pas du tout imprimé de cette façon-là dans l'inconscient ou même dans la représentation de l'Europe que se font les autres Européens. Si vous demandez aux Polonais, moi je connais très bien la Pologne, j'y ai vécu, j'y ai même appris l'Europe avec un grand Européen qui était Bronisław Geremek, un compagnon du MODEM. Si vous demandez aux Polonais, mais demandez même aux Slovaques, aux Baltes, ce que c'est que ces morceaux d'îles européennes dans des contrées sous des latitudes qu'ils ne perçoivent même pas, vous serez assez surpris. De la même façon, on a chez nous très régulièrement des hommes et des femmes politiques qui n'ont absolument aucune hésitation à considérer que nos amis baltes doivent être en fait sacrifiés et jetés en pâture aux Russes parce que finalement c'est la Russie. Donc vous voyez, nos perceptions mutuelles sont encore pas tout à fait européennes. Elles restent encore très, très fortement nationales. Et c'est parce que l'Europe est encore une construction.
C'est un processus à la fois culturel, sociologique, dans lequel la démocratie est un combat de tous les jours. La solidarité, comme vous l'avez rappelé, est aussi un combat de tous les jours. Ce qui nous amène en fait au point national. Une grande partie de notre problème européen réside dans notre capacité à européaniser la France. Et quand je dis la France, c'est l'intégralité de la France. C'est son personnel politique, ce sont ses territoires d'outre-mer, ce sont ses institutions, ce sont les gens qui font la vie quotidienne. Et ce que Max Orville vient de décrire est remarquable, c'est un service public de l'Europe qui nous manque. Un vrai service public de l'Europe, avec des gens qui peuvent vous accompagner dans la constitution de ces dossiers, des gens qui ont la compétence, une vraie compétence, que vous n'êtes pas obligé de payer des milliers d'euros, ou un petit peu moins cher pour quand c'est des gens comme moi, parce que cette compétence-là, elle devrait faire partie de notre capacité justement à nous saisir de l'Europe, de l'opportunité qu'est l'Europe. Soit dit en passant, monsieur, j'ai beaucoup aimé votre détour sinologue pour nous parler de la crise comme une opportunité. Et se trouve que le mot grec, l'étymologie grecque aurait pu nous renseigner aussi là-dessus, puisque la crise est en fait un carrefour et le fait même de choisir une direction. Donc vous voyez, nous avions la possibilité de répondre aussi en européen à cette dimension de la crise et de son opportunité. Et je voudrais terminer juste ce tour d'horizon, parce que je vois aussi l'heure qui file. La construction, en fait, l'Europe, en fait, et la perception que nous avons de l'Europe et que vous avez de l'Europe, met en lumière aussi, on va dire, les incohérences ou peut-être les silences de la façon dont la France considère elle-même ses propres territoires. Et surtout ces territoires éloignés, qui font partie de la République, mais qui, dans l'imaginaire national et surtout dans son prolongement européen, reste une espèce de chasse gardée, où en fait on essaie de garder le contrôle au niveau national sur la façon dont ces territoires peuvent vivre leur européanité. Il y a fort à parier que la subsidiarité qui est systématiquement invoquée pour défendre la capacité des États membres à mettre en place les politiques qu'ils veulent mettre en place, soit un peu négligée lorsqu'il s'agirait, un peu à l'espagnol, mais on pourrait avoir d'autres exemples, Madère en est un bon exemple, lorsque des territoires demandent à avoir peut-être plus de voix sur la façon dont ils veulent mettre en place la prise en main de leur propre destin. Il est fort à parier que dans une république qui reste quand même assez centralisée, je pense que je me permets d'enfoncer cette porte ouverte, ça ne passe pas de la même façon. L'Europe représente un levier remarquable pour les territoires qui veulent prendre leur destin en main, pour justement se rattacher à quelque chose qui est plus large que la simple relation avec l'État et avec l'État métropolitain. Donc ça, c'est aussi quelque chose que les territoires espagnols ont réussi à saisir. Peut-être d'autres territoires peuvent le faire. Si vous permettez, je voudrais ajouter 2-3 choses pour compléter ce que vous dites et pour vous expliquer un petit peu la représentation que nous pouvons avoir de l'Europe. La première chose, c'est le taux de participation